C'est pas seulement l'horreur, mais c'est quelque chose qui est hors de ce qu'on peut concevoir. C'est le sentiment de destruction, mais surtout un sentiment de sidération. Il y a un côté pétrifiant. Et j'ai encore ces images qui reviennent et qui sont encore des images qui me figent, qui m'anesthésient, quoi. Natacha est loin, son âme est loin. Et elle nous prouve tous les jours qu'elle est vivante à travers tout ce qu'elle peut nous aider à accomplir. Les vies d'Elisabeth et Jean-Claude Zana, ainsi que celles de Franck Dargent, se sont effondrées le 26 décembre 2004. C'était il y a presque 10 ans, au lendemain de Noël. Le matin du 26 décembre 2004, un séisme déclenche le raz-de-marée le plus dévastateur de l'histoire. Presque tous les pays de l'océan Indien sont frappés. L'Indonésie et la Malaisie, puis la Thaïlande, l'Inde et le Sri Lanka. 2 vagues déferlent à quelques minutes d'intervalle, si puissantes qu'elles emportent tout sur leur passage. Plus de 250 000 personnes sont ensevelies sous les flots du tsunami. Parmi les victimes, 1/3 d'enfants. Comment les survivants et les proches des disparus ont-ils trouvé la force de vivre après une telle blessure ? 10 ans après, 2 familles françaises ont accepté de nous confier leur histoire et leur parcours hors du commun pour se reconstruire. « 95 Français ont disparu dans le tsunami, presque tous en Thaïlande, et la plupart ici dans la station balnéaire de Khao Lak, au sud du pays. » On est parti en Thaïlande pour fêter Noël en famille. Donc on était tous réunis sur place. Mes beaux-parents, donc Gérard et Martine, et ma femme, Muriel. Mes enfants, Mathieu avait 7 ans à l'époque, il venait de fêter son anniversaire, le 17 décembre. Son frère, donc Raphaël, lui à l'époque avait 10 ans. Et puis la petite, elle avait Iris, donc avait 3 ans. Toute la famille de Franck Dargent s'est installée dans un cadre paradisiaque à l'hôtel Sofitel de Khao Lak, réputé pour sa piscine plantée au milieu des bungalows. C'est des images de bonheur assez intenses, puisqu'en fait, il faisait doux, très beau pendant la journée. Et le soir de Noël, l'hôtel a bien fait les choses. Lampions, spectacle de danse, arrivée du Père Noël en bateau, 24 heures de festivités jusqu'au matin du 26 décembre. Le 26, on s'est réveillé relativement tard. Et après, on est parti donc prendre le petit déjeuner ensemble, donc en famille. Franck a besoin d'une cassette vierge pour son caméscope. Il laisse sa femme et ses 3 enfants au bord de la piscine pour aller à la boutique de la réception à 200 mètres de là. C'est en revenant qu'il comprend que quelque chose d'anormal est en train de se passer. J'ai entendu un énorme bruit de turbines, comme des turbines de réacteurs d'avion, ou les turbines qu'on entend dans les parkings. D'ailleurs, en fait, quand j'entends maintenant les turbines dans les parkings, en fait, ça me réévoque tout ça, quoi. Des bruits de turbines qui se mettent en route, et je me dis, tiens, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe ? Il est 11h05, et ce que Franck ne peut pas voir de là où il est, c'est cela. Le déferlement du tsunami sur Khao Lak. J'entends des cris, en fait, j'entends des hurlements. Et je continue d'avancer, et là, je vois une gerbe d'eau, en fait, qui m'arrive dessus, avec des gens qui courent dans tous les sens. Et ce que je vois, en fait, c'est une vision d'horreur. Je vois l'océan avancer et tout écraser, en fait, sur son passage. Et je sais que je suis en train de les voir mourir. Enfin, je le sais instinctivement.
Et quand je suis au fond de ce gouffre-là, à 150 mètres, je vois une petite tête d'enfant en fait surgir de l'eau. Et c'est la seule personne dont j'ai jamais entendu dire en fait qu'elle avait traversé la vague, elle était remontée en fait à la surface de l'eau. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai la conviction que c'est Raphaël en fait. Et je sais que Raphaël en fait m'est redonné. Il a eu cet instinct de survie où il a agrippé une planche en bois, à genoux sur la vague, et je le voyais arriver vers moi. Et juste avant son arrivée, j'ai vu le brassard de ma fille passer devant moi, en fait, comme si ça me narguait encore. Et j'avais en perspective le brassard d'Iris qui coulait devant moi, et puis Raphaël qui arrivait, quoi. Et donc là, en fait, ma seule obsession, ça a été de récupérer Raphaël. Franck se trouve alors légèrement en hauteur, sur un balcon, exactement sur la trajectoire de son fils. Je ne voyais plus où j'avais pied, puisqu'en fait, j'étais sur un promontoire, et donc si je m'avançais de trop, j'étais emporté. Je ne savais plus jusqu'où je pouvais avancer. Et en fait, j'étais tout proche de chuter, d'être emporté et de ne pas pouvoir récupérer Raphaël. Donc j'ai eu une chance, on a eu, entre guillemets, une chance inouïe que Raphaël passe à ma portée de main et que je puisse l'attraper. À 1 mètre près, il allait être noyé, quoi. Ensuite, la mer s'est retirée. Je me suis dit, bon, il faut que j'aille voir, en fait, si je ne peux pas les retrouver. Et donc, je redescends, en fait, et je vais le plus loin possible vers la mer. Et là, je vois des corps qui sont... J'entends des gens hurler, je vois des corps qui sont sur le sol, je vois des poissons qui sont pétrifiés avec leurs nageoires complètement écartelées. Et j'essaie d'avancer, mais voilà, assez vite, l'enchevêtrement de débris, de troncs, m'empêche de progresser. Et puis, il y a un moment où on dit, bon, bah, alors, même s'ils sont pris quelque part, qu'ils sont blessés, qu'ils sont coincés quelque part, ben je vous laisse, quoi. Parce que je ne peux rien. Et que dans l'ordre des priorités, en fait, j'ai Raphaël qui m'attend à la réception et c'est lui que je dois mettre en sécurité. Parce que lui, je sais que je peux faire quelque chose. Voilà, le sens de ma vie, ça a d'abord été ça. C'était d'abord de me dire, ben voilà, comment je fais en sorte de redonner une vie, en fait, la vie la plus heureuse possible à Raphaël. When you were here before. En l'espace de quelques minutes, Franck perd 2 enfants, sa femme et ses beaux-parents. Seul Raphaël le raccroche encore à la vie. Il avait 10 ans, il en a 20. Le grand frère de Mathieu et d'Iris, le fils aîné que Franck a réussi à sauver, est maintenant un jeune étudiant en prépa d'école de commerce, passionné de musique. Je sais que je fais de la musique grâce à ma mère, surtout, parce que c'est elle qui m'a instruit au départ. Et je sais que, quelque part, c'est une continuité, c'est un projet c'est un héritage que j'ai. Et arriver à le faire fructifier ou à construire des choses comme ça, c'est aussi une façon d'honorer cet héritage. Son groupe s'appelle Fireflies. En anglais, les lucioles, ces insectes qui brillent dans la nuit. Depuis la 3e, Raphaël compose lui-même les paroles et la musique de ses chansons. Dans ses textes, aucune allusion à l'épreuve qu'il a traversée. Seuls ses amis les plus proches sont au courant. La musique, c'est quelque chose qui m'a permis d'être moi-même après le drame, quoi. Pour pas rester dans ma bulle ou pas rester dans mon coin à me lamenter. Raphaël a grandi en intégrant très vite l'idée qu'après la disparition de sa mère et de ses frères et sœurs, il fallait faire avec. Du tsunami, il lui reste quelques images fugitives de son père qui lui tend la main et une relation très forte avec lui. C'est le pilier, quoi. J'ai l'impression qu'il vient d'une autre vie un peu. Et donc il est là depuis très longtemps, quoi. Donc il y a un petit peu ce côté-là que j'ai ressenti depuis l'événement. De se voir l'un et l'autre, savoir que c'est
que malgré tout le chaos et toute la misère qu'il peut y avoir, il y a toujours un petit peu d'espoir. Ça, c'est quelque chose qui est présent quand on se voit. Et d'après toi, traverser cette épreuve, ça a été plus difficile pour toi ou pour ton père? J'ai toujours trouvé que l'événement était plus dur pour mon père que pour moi. Déjà parce que moi j'avais 10 ans, donc c'est quand même des choses qui... C'est évidemment très dur, mais à 10 ans, on a une capacité d'encaissement ou d'adaptation qui est peut-être un peu plus élevée qu'à 30, 40 ans, quand on a déjà fait une grosse partie de sa vie ou construit quelque chose de vraiment solide. Franck a 37 ans quand son monde s'effondre. Quand Muriel, sa femme, son petit garçon Mathieu et sa petite fille Iris sont emportés. Quand je cours, ils m'accompagnent, je pense à eux assez souvent. En fait, j'imagine Mathieu, plus grand, en fait, venir courir avec moi, ou même ma fille, qui serait en âge maintenant de courir. Donc ça me fait du bien, j'ai l'impression de les retrouver. Ça me permet de sortir du monde et d'être avec eux, quoi, et de me sentir vivant aussi. Courir est son premier réflexe de survie. Marathon, triathlon, après la catastrophe, il enchaîne les compétitions pour ne pas s'écrouler. Je devais agir parce que Raphaël était là, parce que je devais réfléchir à ce que j'allais faire de ma vie après. Il ne fallait pas que je sois terrassé et que je me morfonde sur place, écrasé par la douleur. Donc pour moi, c'est une façon de lutter contre cette espèce de passivité dans laquelle on peut facilement rentrer, qui est de se recroqueviller et de se sentir écrasé, quoi, par la chape de plomb, quoi. Donc c'est une façon de porter ça, de la soulever et puis de l'évacuer. À 10 000 km de Paris, la traversée qui mène Elisabeth et Jean-Claude Zana à l'île de Koh Phi Phi en Thaïlande les replonge eux aussi 10 ans en arrière. Le jour où leur fille unique, Natacha, disparaît à 35 ans dans cette mer aujourd'hui si calme. Le matin du tsunami, Elisabeth est en Égypte et Jean-Claude, journaliste à Paris Match, en reportage à New York. C'est par la télévision qu'ils apprennent tous les deux qu'un raz-de-marée s'est produit là où leur fille passe les fêtes de fin d'année. Sur ces rivages, à 130 km au sud de Khao Lak, le tsunami fait plus de 2000 morts, presque la moitié de ceux qui sont sur l'île ce matin-là. Les deux vagues frappent de chaque côté de cette petite bande de terre et la submergent entièrement. Magasins, maisons, hôtels, tout a été rasé. C'est la seconde fois que Jean-Claude et Elisabeth se rendent sur cette plage ensemble. Difficile pour eux de ne pas imaginer, ici, les derniers instants de leur fille, le matin du 26 décembre. Il y a eu, je crois, 2 vagues qui sont arrivées. Ouais. Nous avons toujours pensé qu'en fait, elle devait dormir parce que c'était le lendemain de Noël. Et à travers les reconstitutions qu'on a pu se faire, mais on a, enfin, en tous les cas, en ce qui me concerne, j'ai essayé de ne pas trop m'imaginer. Oui. Et je crois que toi aussi, on a essayé de garder d'elle l'image vivante. Elisabeth avait 25 ans et Jean-Claude 33 ans quand Natacha est née. Les deux parents sont en admiration devant cette petite fille vive, curieuse et sensible qui tombe amoureuse des poèmes de Rimbaud dès l'âge de 7 ans. Nous avions une relation absolument extraordinaire depuis sa naissance. Nous étions vraiment comme 2 amis, nous étions vraiment fusionnels. On a beaucoup voyagé ensemble, on a fait énormément de choses ensemble. Et c'était vraiment une rencontre, toutes les deux, absolument extraordinaire. Brillante dans ses études, Natacha se passionne pour la nature, la mer et les voyages. Mais Jean-Claude, pris par son métier de journaliste, ne la voit pas autant qu'il le voudrait. J'ai pas beaucoup vu ma fille grandir. Je me reproche de ne pas l'avoir assez aimée. Et ce poème de Paul Verlaine
m'a beaucoup touché. Qu'as-tu fait de ta jeunesse, toi que voilà? Dis, qu'as-tu fait, toi que voilà, pleurant sans cesse? Jean-Claude et Elisabeth se sont liés d'amitié avec Angelo, un Français installé sur l'île depuis 25 ans. Vous êtes venu me débusquer? Il est le dernier à avoir vu Natacha vivante. Ça va? Comment il va? Ça va. À l'époque, Angelo a un restaurant en centre-ville. Après le raz-de-marée qui a tout détruit, il a construit cet hôtel en face de la mer. Voilà, voilà. Donc tu as reconstruit. Oui, j'ai reconstruit. Pendant un moment, je flottais un peu. Je me suis dit, bon, allez, on va arrêter ici et tout. Et puis, je pense que c'est... Je peux pas m'en passer de vivre, j'ai l'impression. Donc, Angelo est un miraculé. Il a échappé au tsunami en se réfugiant avec sa fille sur le toit de son restaurant. On était debout là, en train de hisser les gens, parce qu'il y avait de l'eau qui montait. Il y avait des gens à l'horizontale, entraînés par les flots. C'était cataclysme, quoi. Il se souvient très bien de Natacha. Elle était venue dîner la veille dans son restaurant. Quand Elisabeth rencontre Angelo pour la première fois, un mois après le tsunami, il lui raconte le dernier repas de Natacha et ces mots sont pour elle un premier pas vers l'apaisement. J'ai vu Natacha, elle a dîné chez moi hier soir et je peux te dire qu'elle était vraiment très bien, très heureuse lors de ce dîner de Noël. C'était très important de savoir qu'à ce moment-là, elle était vraiment très heureuse à l'intérieur d'elle-même. On sait tous que c'est important si on peut donner une information, ou en tout cas si on peut rapporter un état d'esprit. C'est comme si on arrive à revivre encore un dernier petit morceau avec la personne qu'on a perdue. Mais aujourd'hui, à Koh Phi Phi, la mémoire des disparus n'est plus d'actualité. Ce qui compte, ce sont ces milliers de touristes qui viennent tous les jours et dont le nombre a même augmenté depuis le tsunami. À part quelques panneaux indiquant le chemin d'évacuation vers les collines et l'installation d'une sirène d'avertissement en cas d'urgence, plus rien ne rappelle ce qui s'est passé ici il y a 10 ans. Même le jardin qui abritait un mémorial aux victimes et sur lequel Elisabeth s'était recueillie a été détruit. Il a été remplacé par des logements pour touristes en préfabriqué. Le jardin, c'était exactement ça. Moi, j'avais trouvé que c'était extraordinaire qu'ils aient pensé à ça parce qu'il y avait la vue sur la mer, qui était quand même important. Et c'était vraiment un lieu de recueillement. Le jardin était magnifique comme il peut y avoir ici. La nature est tellement belle ici. Et c'était vraiment un lieu de recueillement pour chacun d'entre nous. Pour que le souvenir de Natacha reste vivant, Elisabeth s'est lancée dans un projet fou, ici, en Thaïlande, quelques mois à peine après le tsunami. Comment survivre après le tsunami? Il y a 10 ans, la question hante Elisabeth Zana, quand à l'âge de 60 ans, elle perd sa fille unique, Natacha. C'est ici, en Thaïlande, qu'elle trouve un second souffle. 9 mois après le drame, alors que son mari Jean-Claude continue de travailler à Paris, elle décide de quitter la France et de refaire sa vie ici, tout près de l'océan qui lui a enlevé sa fille. Ici, vous vous sentez plus proche d'elle? Ah oui, tout à fait. Enfin, je ne vais pas dire plus proche parce qu'elle est là tout le temps. Donc, je ne vais pas dire que je suis plus proche ou moins proche. Mais ça a été vraiment important pour... je ne veux pas dire la reconstruction parce qu'on ne se reconstruit pas. Mais on se construit autrement. Vous êtes heureuse ici? Je suis en tous les cas apaisée. Une sérénité qu'elle n'aurait jamais imaginé retrouver.
C'est la première fois qu'Elisabeth Zana revient dans l'appartement de sa fille depuis la disparition de Cécile. Le 30 décembre 2004, 4 jours après le tsunami, Elisabeth confie son désarroi au journal de 20 heures. Depuis la catastrophe, elle n'a aucune nouvelle de sa fille. Elisabeth est accrochée à son téléphone jour et nuit. Par contre, regarder la télévision, elle ne peut plus. J'ai donc décidé, et son père également, de ne plus regarder les images. On a des amis autour de nous qui les regardent au cas où ils la voient. On ne sait jamais. Comme c'est quelqu'un qui aide les autres. Donc je suis dans cet état en me disant qu'elle doit être dans l'urgence en train d'aider les autres. Et puis forcément je suis aussi de l'autre côté de la balance. C'est-à-dire le pire. Mais quelque part, je ne le ressens pas complètement. Un peu partout dans son appartement, Natacha a accroché ces mots « Keep the faith », garder la foi. Elisabeth conserve l'espoir et échafaude toutes sortes d'hypothèses. Je suis aussi passée en me disant, et puis elle est peut-être amnésique, parce que je sais que ça arrive, qu'on puisse perdre la mémoire après un tel choc. Donc on s'accroche. On peut pas ne pas s'accrocher à cet espoir, c'était pas possible autrement. 5 semaines après la catastrophe, elle part avec sa meilleure amie à la recherche de Natacha à Koh Phi Phi. Mais face au paysage de désolation qu'elle découvre, elle doit se résoudre au pire. En arrivant en Thaïlande, c'était évident qu'on ne la retrouverait pas. Pourquoi? Parce qu'on a vu sur place l'état de l'île. C'était évident que c'était pas possible. Sachant en plus dans quel hôtel elle était. Vous avez été voir l'hôtel? Il n'y en avait plus. J'ai forcément pensé à cesser de vivre. J'ai pensé, les fenêtres ouvertes, c'est pas compliqué. Mais chaque fois que l'idée m'est venue, j'ai pratiquement tout de suite pensé non, c'est certainement pas ce que Natacha aurait voulu, c'est certainement pas ce que Natacha veut. 4 mois après avoir perdu sa fille, Elisabeth reprend le dessus. Avec son mari Jean-Claude, elle crée Nat Association en mémoire de Natacha et repart en Thaïlande, cette fois pour aider les enfants victimes du tsunami. Elle a récupéré des centaines de jouets auprès de donateurs français et elle va les distribuer dans les écoles. En apportant du réconfort à tous ces petits qui ont perdu leur famille, elle commence à redonner un sens à sa vie. Dans une vie, quand on est confronté à ce drame, on ne peut que se dire qu'on a encore quelques années à vivre, peut-être. En tous les cas, on a de l'énergie pour essayer de faire quelque chose d'essentiel de sa vie. Et que ce quelque chose d'essentiel de sa vie, c'est aux enfants et aux enfants qu'on le doit. Elisabeth ne s'arrête plus. 5 mois plus tard, grâce aux dons, elle achète des vélos et les offre aux enfants déshérités pour leur permettre d'aller à l'école. 1, 2, 3, go! Super. Go! Elle partage même avec eux ses talents d'ancienne danseuse professionnelle. Elisabeth donne alors l'impression d'avoir surmonté le drame, mais au fond d'elle-même, elle est encore très fragile. Ça m'est arrivé vraiment plusieurs fois de m'effondrer complètement, mais en même temps, j'ai jamais douté, c'est-à-dire que je m'effondrais parce que d'abord j'étais fatiguée psychologiquement parlant, fatiguée nerveusement et physiquement. Mais en même temps, j'ai jamais douté. À partir du moment où on a démarré ça, j'ai senti que ça allait continuer. J'ai senti qu'il y aurait d'autres choses, mais je ne savais pas quoi. Dans les mois qui suivent, en sillonnant la région, Elisabeth apprend qu'une école primaire va fermer, faute d'argent.
C'est à ce moment-là, 1 an après le tsunami, qu'elle comprend le but ultime de son voyage. Avec l'accord des autorités thaïlandaises, Nat Association refinance l'école et la baptise Natasha School. Après avoir été danseuse, la voilà directrice d'école, obligée de communiquer dans une langue dont elle ne connaît que les rudiments. Sawadika. Bonjour. Ils disent toujours bonjour le matin comme ça? Oui, tous les matins, en français, absolument. Sabadimai. Oh, Soua et Makma. La première année, Nat Association dépense 5 000 € pour rénover les bâtiments. 9 ans plus tard, l'école accueille 150 élèves dans une dizaine de classes et jouit d'une excellente réputation. L'établissement scolaire le plus proche est à 15 km et sans Natasha School, la plupart de ses enfants seraient en train de travailler dans les champs. C'était ça mon moteur. Natacha était une excellente élève, brillante élève. Et elle a toujours eu à cœur de penser, en voyageant dans le monde entier, qu'il fallait absolument aider les enfants à avoir un minimum d'instruction. 9 ans après avoir quitté la France, Elisabeth semble avoir trouvé sa place au milieu de tous ses enfants. Kopunka. Santa Claus. Oh, Merry Christmas and Happy New Year. Kopun Makma. Elisabeth suit chacun des enfants depuis qu'ils sont tout petits, depuis l'école maternelle qu'elle a elle-même mise en place. Alors ça, Elisabeth, c'est vous qui l'avez complètement créé? Oui, il a vraiment complètement... C'est parti d'un vieux hangar. Donc j'ai demandé à faire ouvrir ce vieux hangar pourri. Et vraiment l'idée de l'école maternelle est venue de là. Depuis la perte de sa fille unique, Elisabeth sait qu'elle ne sera jamais grand-mère. Mais dans le regard de ses bouts de chou, elle l'est un peu. Et alors Kunyai, ça veut dire... Yai, ça veut dire mamie. Donc pour tous les enfants, je suis Kunyai. L'école reçoit désormais une aide financière des autorités thaïlandaises. Mais Nat Association continue de prendre en charge les uniformes, les salaires d'une partie des instituteurs ou encore la cantine de l'école maternelle, où comme partout dans le monde, les enfants n'aiment pas les légumes. Mais la mission qu'Elisabeth s'est donnée au nom de sa fille va bien au-delà de l'école. Beaucoup des enfants qu'elle accueille à Natasha School vivent dans une grande pauvreté. C'est le cas de cette petite fille de 9 ans, Yoy. Yoy nous a été signalée avec son frère. Elle vivait dehors, seule avec son papa, mais dans une cabane, sans toit, sans rien, vraiment dehors. Même sous la pluie, vraiment, ils vivaient tous les 3 serrés l'un contre l'autre, dans des conditions d'hygiène, on oublie. Et aujourd'hui, Yoy est vraiment complètement transformée, elle est intégrée, elle joue avec ses amis. Je ne sais pas ce qu'elle donnera, mais en tous les cas, pour les 2 ou 3 années ou 4 années qu'elle aura passées ici, je pense que ce sera quelque chose d'important pour elle dans sa vie future. Comme pour 80 autres enfants de l'école, Elisabeth a trouvé une marraine pour aider la petite Yoy. Aurélie, une Française expatriée à Bangkok, lui envoie tous les mois l'équivalent de 25 €. Grâce à cet argent et à l'aide d'Elisabeth, Yoy a retrouvé un logement décent et surtout confiance en elle. Intelligente et studieuse, elle espère un jour devenir infirmière. Se rendre utile, se remettre à travailler, a été la clé de la Renaissance pour Elisabeth, mais aussi pour Franck Dargent. Quand il perd sa femme et 2 de ses enfants après le tsunami, il est directeur commercial dans une banque.
Il lui faudra 8 mois pour avoir la force de retourner au bureau et comprendre à quel point il en avait besoin. Le travail, ça m'a permis de renouer des relations, de revenir dans une vie sociale, de ne pas rester enfermé, et d'avoir une occupation au quotidien qui me sorte aussi du tsunami et de la catastrophe. Ça, vous l'avez bien senti. Vous avez senti que ça, petit à petit, ça vous faisait du bien, que ça vous est remonté la pente, le boulot, quoi. Oui, et je ne l'ai pas ressenti tout de suite. En fait, j'ai ressenti... la première chose que j'ai ressentie, c'était qu'en faisant des choses sans réfléchir, en fait. Vraiment, juste après, c'était des petits pas, quoi. C'était ouvrir le frigo, manger, boire, donner à manger à Raphaël. Que des choses comme ça, quoi. Mais des tout petits pas, quoi. Et après, petit à petit, les pas, on peut commencer à marcher un peu plus. Et puis après, accélérer la cadence, à courir, et voilà. Et puis ensuite, à faire d'autres choses. Mais clairement, en fait, je pense que je tire mon énergie, en fait, de là, quoi. Je pense que de la destruction, je tire de l'énergie parce que j'ai un truc qui m'a tellement traîné vers le bas que j'ai besoin de partir vers le haut très très fort. 10 ans après, malgré le drame ou peut-être à cause de lui, Sophie, la carrière de Franck a fait un bond en avant. est-ce que tu peux sortir de l'éval de Renault ? Directeur général adjoint d'une filiale du Crédit Agricole, il a sous sa responsabilité plus de 70 personnes. Prends à chaque fois Le travail l'a aidé à survivre. Mais Franck a dû aussi trouver des réponses à des questions qui tournaient en boucle dans sa tête. Il y a la culpabilité du survivant déjà. Hein. C'est fondamentalement pourquoi moi et pourquoi eux, quoi. Pourquoi moi à mon âge alors que eux petits ils sont partis. Il y a la culpabilité. Ensuite, elle est douleur quand on réfléchit aux circonstances. Je veux dire, dans quelle situation, qu'est-ce qui leur est passé par la tête, quoi. Qu'est-ce qu'ils ont souffert, en fait. Quelles ont été les blessures et les coups qui ont été, comment leur corps s'est retrouvé, en fait. Des corps qui étaient adorables, en fait, que j'embrassais. Est-ce qu'ils ont été déchiquetés, pulvérisés? Donc ça, c'est des choses qui sont juste atroces, quoi. Et j'ai senti qu'en fait, j'avais rien de bon à tirer de ça, quoi. 9 mois après le tsunami, Franck prend rendez-vous à Paris avec le père François Brune, prêtre et écrivain. Ce soir, ils se revoient pour la première fois depuis 7 ans. Je suis content de vous revoir. Moi aussi. C'est auprès de lui qu'il trouve à l'époque son premier réconfort. Ça fait des années, en fait, que je pense à vous, non pas tous les jours, mais je pense à vous très régulièrement. Avec indiscrétion, vous avez quel âge? Bientôt 47 ans. Ah oui, ah oui, ah oui. Je pense qu'en vieillissant, on comprend le chemin par lequel on est passé. L'épreuve a un sens, et on ne le découvre qu'après. J'avoue que je ne suis pas encore à ce stade-là. Mais ce qui me réconforte, c'est d'avoir maintenant la conviction qu'ils sont présents. Ah donc, oui, ça y est. Donc ça, et c'est en grande partie grâce à vous, en fait, que j'ai avancé sur ce chemin de sur ce chemin de conviction. Quelque chose, c'est bien. Mais avant de le rencontrer, Franck avait lu l'un de ses livres qui l'avait bouleversé. J'ai beaucoup d'émotions. Dans Les morts nous parlent, François Brune publie des témoignages démontrant, selon lui, que les morts se manifestent à ceux qui savent écouter. C'était après l'enterrement, en fait, d'Iris. Et j'avais... en fait, l'enterrement d'Iris m'avait achevé de me détruire parce que c'était trop insupportable. Et j'avais besoin de rencontrer de visu le père François parce que je voulais voir dans ses yeux l'absolue confirmation, en fait, de son message de survivance et son absolue conviction. Et en fait, en voyant, en lisant dans ses yeux à quel point il était convaincu, il cherchait, et il n'y avait rien à vendre. Mon père, vous avez quel souvenir de votre première rencontre avec Franck? Je dirais que c'était quelqu'un de détruit.
Qu'est-ce qui vous avait fait avoir ce sentiment? Oh ben, une tristesse épouvantable. Évidemment. Même le ton de la voix, tout. Je suis pas trop indiscret en disant ça. Et aujourd'hui, quand vous le voyez aujourd'hui, est-ce que vous... Ah ben, c'est quelqu'un qui vit à nouveau, oui, qui peut continuer à vivre, oui, ça c'est autre chose. Aidé par la conviction que ses enfants et sa femme continuent de l'accompagner, Franck s'autorise à nouveau à vivre et à aimer. 2 ans et demi après le tsunami, il se remarie avec une japonaise, Satoko. Il a l'air en forme, Octave, là. Hein. Tous les deux se sont rencontrés au Japon, puis Satoko est venue le rejoindre en France. Aujourd'hui, ils ont Octave, un petit garçon de 3 ans. Son prénom japonais est Sukeyoshi, celui qui apporte le bonheur. Attention. Cassien, tu veux l'élastique? Ça a été important pour vous, cette rencontre, pour vous reconstruire votre vie? Ça a été essentiel, en fait, non seulement pour moi, mais je pense que ça l'a été aussi pour Raphaël. Je pense que j'avais beaucoup de mal, en fait, quand je me suis retrouvé tout seul, j'ai eu beaucoup de mal à jouer tous les rôles. Je me suis aperçu que c'était impossible. Et je pense qu'il avait besoin de retrouver un cadre. Et moi, j'avais besoin aussi de donner de l'amour et puis en recevoir. Et Octave me pousse aussi à revenir dans la vie et puis à rester jeune, quoi. À cause de toi, j'ai ralenti mes rythmes de course le matin. Tiens, c'est Boudou. C'est quoi, du raisin? Je me dis, bon, est-ce qu'Octave, il va continuer d'être là encore longtemps? C'est pas une hantise, c'est je sais que, la vie, c'est quelque chose qui est très fugace, qui est très fragile. Donc vous dites c'est pas une hantise, mais vous vous dites quand même, ce qui est quand même assez rare chez un père, vous dites il peut disparaître à tout moment. Oui. Enfin, je me le dis pas, je le sais. Et je l'ai déjà vécu. Donc, voilà. Donc, je sais que ça sera un drame, mais je sais que je dois, si moi je vis et si je survis, j'ai une espèce d'obligation de continuer à vivre. 10 ans après le tsunami, pour les 2 survivants de la famille d'Argent, Franck et Raphaël, le désespoir a presque cédé la place à l'apaisement. C'est ici, au cimetière de Bagneux, près de Paris, qu'ils continuent de faire vivre le souvenir de ceux qu'ils ont perdus. Il a fallu des mois pour identifier leur corps, puis les dépouilles ont été rapatriées de Thaïlande presque chaque mois. Les beaux-parents de Franck, en avril 2005. Son épouse, Muriel, en mai. Mathieu, le cadet, en juillet. Et Iris, la dernière, en août. Voilà, donc à chaque fois, c'est une cérémonie avec... Alors là, pour le coup, complètement, à chaque fois, complètement irréel, quoi. De mettre en terre des personnes qui étaient en pleine forme, en pleine vie, et puis en plus la descente aux enfers, puisque c'était aller du plus absurde au plus absurde, quoi. Du plus âgé de tous à la plus jeune, quoi. Il y a des rappels qui sont douloureux, en fait, en voyant avec les anniversaires, donc on imagine comment ils auraient pu évoluer, mais j'évite de rentrer là-dedans, en fait, parce que ça, c'est trop... Ça n'apporte rien, quoi. C'est juste de la douleur et de la négativité, quoi. Avec les années, en fait, il y a de l'apaisement qui arrive, et donc, en fait, je suis plus dans la communion maintenant, quoi. Et c'est un lieu privilégié où j'ai une conversation, en fait, avec eux. Tu as des images d'eux qui reviennent ou pas? J'ai quelques images. C'est pas forcément des choses très, très concrètes toujours.
C'est vraiment plus me rappeler un petit peu qui étaient ces personnes. Parce que ça fait quand même 9 ans, 10 ans. Qui étaient ces personnes et qu'est-ce qu'elles ont laissé en moi. Et qu'est-ce qui fait que ce qu'elles ont laissé en moi fait que je suis qui je suis aujourd'hui. J'ai toujours ce sentiment de vivre ma vie pleinement et peut-être un peu de vivre celle qu'ils auraient pu avoir. Je me dois de vivre aussi bien que je le voudrais parce qu'eux n'ont pas eu le choix. Raphaël vient d'apprendre qu'il a réussi les épreuves écrites d'une prestigieuse école de commerce, l'ESSEC. Et l'oral est dans quelques jours. Franck a atteint son objectif, donner à son fils une vie normale. Mais pour se sentir tout à fait apaisé, il lui reste un dernier geste à accomplir. Cela fait maintenant 6 mois que nous avons commencé le tournage avec Franck Dargent. Reparler du drame qu'il a vécu, de ses épreuves et de ses doutes, lui a donné la force de retourner pour la première fois sur les lieux où sa femme et ses enfants ont été emportés. Des paysages féeriques, loin, tellement loin des images de destruction qui ne l'ont pas quitté depuis 10 ans. Un retour sur les lieux de la catastrophe qu'il n'avait jusqu'à présent jamais pu envisager. Vous n'avez jamais pu le faire avant ce voyage. Pourquoi aujourd'hui vous pouvez le faire? Je pense que j'ai besoin d'exorciser un peu les choses en fait. Je pense que j'ai besoin de revoir les lieux pour redonner un peu une réalité à tout ça. J'ai passé un certain nombre d'étapes. Je pense aussi que le fait d'être là avec vous, ça a permis aussi d'y réfléchir. Ce qui restait du Sofitel a été racheté par une chaîne américaine d'hôtels de luxe qui l'a reconstruit quasiment à l'identique. Thank you. How can I help you? It's okay, it's okay. Thank you. Les jolis bungalows, la piscine tout autour. Il avait découvert tout ça avec sa femme et ses enfants. Revenir tout seul aujourd'hui est sans doute encore plus difficile qu'il ne l'imaginait. On était en face. En fait, la vague a tout déblayé, elle est montée jusque là, quoi. Et vous pensez à quoi, là, maintenant? Je revois les gens là où ils étaient placés. Moi, j'étais là-bas, en fait. C'est là où j'ai rattrapé Raphaël. Assailli par les souvenirs, Franck a besoin de rester seul dans sa chambre. Il nous confiera plus tard que ce jour-là, la vision de ces familles insouciantes qui se baignent et s'amusent comme si rien ne s'était passé ici lui est difficilement supportable. Le lendemain matin, Franck est visiblement éprouvé. Tout le renvoie à ce qu'il a vécu et à ceux qui sont morts 10 ans auparavant. Les hurlements des gens pris au piège dans les gravats. Les corps déchiquetés. Le balcon d'où il a rattrapé son fils Raphaël juste à temps.
et la piscine où il a quitté sa femme et ses enfants pour aller changer le film de son caméscope, ce qui l'a sauvé. La dernière fois que je les ai laissés, c'était ici. Enfin, c'était ici, c'était à peu près à cet endroit. Et j'avais Iris qui jouait avec sa mère, avec ses moissons roses que j'ai retrouvé un peu plus loin. Et puis j'avais demandé à un Thaïlandais en fait, de donner un cours de natation à Mathieu. Donc pour moi, en fait, cet homme, il a un peu pris ma place. 210 personnes ont perdu la vie dans cet hôtel, dont 42 Français. Comme Elisabeth à Koh Phi Phi, Franck aurait bien voulu y trouver un mémorial en hommage aux victimes. Mais il n'y a rien, nulle part. Tout est fait comme si on voulait effacer absolument la mémoire de ce qui s'était passé, quoi. Et quand on fait ça, c'est jamais bon, quoi. Le lendemain, au petit matin, alors que la plage est déserte, Franck se rend face à l'océan qui lui a pris sa famille. C'est à ce moment-là qu'il comprend le but de son voyage. Vu les conditions dans lesquelles j'étais parti, j'avais l'impression de les avoir laissés, voire même abandonnés. Donc j'avais besoin, je pense, de revenir et de leur dire que j'étais là et de les retrouver en quelque sorte. C'est quelque chose que j'avais en moi, que je n'avais pas formulé, que je n'avais pas formalisé comme ça, mais ça me fait du bien de pouvoir venir ici et d'une certaine façon de leur dire adieu, de leur dire au revoir et de les accompagner, quoi. J'avais besoin de rejeter aussi cette colère contre la nature. Puis j'ai dit à l'océan que je lui en voulais pas. Je pense que j'avais besoin de relâcher ça. Il lui aura fallu ce temps, 10 ans, pour franchir cette nouvelle étape. Après le tsunami, Franck a tenté, comme Elisabeth, de donner un nouveau sens à sa vie. Il a créé Rainbow Bridge, une fondation, pour venir en aide à ceux qui, comme lui, ont un jour tout perdu. C'est à 2000 km de la Thaïlande, aux Philippines, qu'il a rendez-vous avec un bénévole de l'association humanitaire française, les Enfants du Mékong. Salut Emilien, ça va? Ça va et vous? La route depuis l'aéroport témoigne encore de la catastrophe qui s'est produite ici il y a 1 an. Ce jour-là, le 8 novembre 2013, l'un des plus violents typhons jamais enregistrés frappe les Philippines, le typhon Haiyan. Des rafales de 300 km/h détruisent des centaines de milliers d'habitations et font plus de 8000 morts, la plupart ici, sur l'île de Leyte, dans la ville de Tacloban. 1 an plus tard, 150 000 personnes continuent de vivre dans des cabanes et des tentes de fortune. Des images qui rappellent celles de l'après-tsunami. C'est ici, au bord de la mer, que le typhon a été le plus meurtrier. Tout près du port, la force du vent était telle que la mer s'est soulevée jusqu'au niveau du toit des maisons, détruisant tout sur son passage et emportant avec elle des cargos qui n'ont toujours pas été démontés. Le typhon est arrivé quoi, par là, ça? Oui. Il y a eu 3 vagues consécutives et donc en fait on voyait les maisons partir vraiment comme un château de cartes et tout s'effondrer d'un coup. Et les gens n'ont absolument pas été évacués, quoi. Non. Non, ça s'est passé beaucoup trop vite. Tout a été très très rapide. La majorité des victimes, c'est les enfants. C'est les enfants qui pouvaient pas nager, qui... What's his name? Comment il s'appelle? Nico.
Nico, Nico, like, comme Nicolas? Oui, Nicolas Cage. Nicolas Cage, yes. He has the, Il a déjà les lunettes. Il a survécu au typhon. How did he survive? Comment il a survécu? Sa mère a pu le protéger? Sa mère l'avait emmené à l'école là-bas. Okay, so there is a C'était building une there. construction dure? It's a concrete. Ouais, c'était en hauteur. It's nice to meet, Ça fait plaisir de rencontrer un survivant. Dans la famille, il y a un bébé, 2 cousins qui sont encore portés disparus. Ils étaient tous ici pendant le typhon? Oui. Grâce à Dieu, on a survécu. J'ai aussi perdu des enfants dans un tsunami. Et ma femme aussi. Je comprends ce que vous ressentez. Mais la vie reprend le dessus. Et il faut du temps. Avec sa fondation, Franck a déjà financé des projets dans une dizaine de pays. Pour les Philippines, il a rassemblé 100 000 euros, dont 30 000 sur ses économies. L'argent a été confié à l'association Les Enfants du Mékong pour reconstruire un village dévasté à 4 heures de route de Tacloban. Franck veut se rendre compte de ce qui a été fait sur place. Et apparemment, on est content de le voir. Bonjour. Hello, Mayung Buntag. Je suis Gigi. Ah, t'es Gigi? Oui, bienvenue. Gigi, la dame qui le reçoit, est originaire de ce village de 6 000 habitants. Après le typhon, elle est revenue sur place et s'est démenée pour donner un toit aux sinistrés. Alors vous êtes devenue avocate et maintenant vous aidez les autres. Donc vous donnez à votre tour. Je fais ce que je peux. C'est de la mer qu'est venu le typhon qui a tout détruit. Il n'y avait plus rien. Ni réserve de nourriture, ni récolte, ni cocotiers. Tous les moyens de subsistance avaient disparu. Ils ont dû tout recommencer à zéro. Les cochons, les cacaotiers, tout s'était volatilisé. Il fallait qu'on fasse quelque chose. C'est pour ça que Franck est là. Parce qu'il y a une vie après la tragédie. On lui est tellement reconnaissant. Les 100 000 euros versés par la fondation de Franck ont permis de reconstruire près de 500 petites maisons en bois comme celle-ci. Cette fois, elles sont surélevées pour laisser passer le vent du prochain typhon. Je vous présente Franck. Où est votre maison? Ah, c'est celle-là. On va la peindre. C'est du bois de cocotier? Non, c'est du contreplaqué qui résiste à l'eau. La maison est assez grande? Oui. Ce que je trouve impressionnant, c'est pas les maisons en soi ou en elles-mêmes, c'est l'espèce d'énergie collective en fait qui a pris lieu et qui s'est concrétisée dans la réalisation de toutes ces maisons. C'est exactement dans l'esprit de ce que je cherche à faire. Donc ça, c'est de l'argent bien utilisé, je trouve. Hello. Oh, you. C'est un ami venu de France. Hello. C'est Franck. So we have same Ah, on a la même coupe de cheveux. Hein. Same haircut. Parmi ces gens, si loin de son univers, Franck a l'air heureux. C'est la première fois qu'on vous voit sourire depuis qu'on est avec vous. Ah oui? C'est la première fois qu'on vous voit vraiment sourire, j'ai l'impression. Ouais, bah ça me fait du bien, ça. Ça donne du sens. À quoi? Bah à la vie. Ça donne du sens à la mienne, bien sûr, parce que j'en ai besoin. J'ai besoin de me dire tous les jours que je sers à quelque chose, quoi. Hein. Pourquoi vous avez tellement besoin de ça? Bah parce que c'est le complexe du survivant. Hein. Le fait d'être toujours là et de se dire pourquoi moi et pas les autres, quoi. Et donc je pense que plus qu'un autre, j'ai besoin de sentir que je peux servir à quelque chose, quoi. Non, c'est beau. Il y a 10 ans, comment Franck aurait-il pu imaginer être accueilli comme une star dans un village reculé des Philippines? La foule se pressant autour de lui pour lui remettre des lettres de remerciement.
you. Thank you. Thank you. Thank you. C'est très émouvant. C'est très émouvant, l'accumulation, le fait de les voir tous sourire, d'arriver tous au même moment, de se rassembler. Thank you. Comment aurait-il pu imaginer qu'il danserait un jour la bossa nova dans une cour d'école à 10 000 km de Paris lors d'une fête surprise organisée en son honneur? Juste avant de partir aux Philippines, Franck a appris que son fils Raphaël avait réussi l'oral de l'ESSEC. Dans quelques jours, il s'envole pour Hong Kong où il entame un nouveau travail et une nouvelle vie avec sa femme Satoko et leur petit garçon Octave. Donner du sens au chemin qu'il reste à parcourir. À bientôt 70 ans, Elisabeth Zana continue de déployer une énergie hors du commun. Non seulement pour son école, mais aussi pour changer l'existence des enfants de Natasha School. Accompagnée d'une amie traductrice, elle a aujourd'hui une nouvelle importante à annoncer à l'une de ses anciennes élèves. Elle s'appelle Siripa, elle a 18 ans et elle est en terminale. Depuis l'âge de 5 ans, tous les matins avant d'aller à l'école, Siripa se lève à l'aube pour travailler avec sa maman dans la forêt. Pour gagner leur vie, elles extraient la résine des EVA qui sert à fabriquer le caoutchouc. On coupe l'écorce pour que la résine coule jusqu'en bas. Et ensuite, on la récupère dans ce récipient. Là-bas, il y a un grand seau. J'apporte la résine et je remue avec un bâton. Élève brillante comme Natacha, Siripa rêve de devenir médecin. Mais elle a dû renoncer car sa mère est trop pauvre pour lui payer des études. C'est pour cela qu'Elisabeth est là aujourd'hui. J'ai donc une grande nouvelle à annoncer à Siripa et à sa maman. Nat Association a décidé de t'offrir une bourse pour 3 ans pour l'université. Merci, mamie. Et bravo. Donc cette bourse, c'est un montant de 40 000 bahts par an. 40 000 bahts, cela fait 1 000 €, la moitié de ce que gagne la maman en une année. De quoi changer l'avenir de Siripa. Je veux devenir médecin pour aider les autres et pour améliorer ma vie. Je pourrai soigner ma mère quand elle sera malade et toute ma famille. Vous pensez qu'elle va réussir? Oui, je l'encourage. Elle fait le maximum. C'est un miracle ce qui arrive. Grâce à ça, on va s'en sortir. Maman travaille si dur. Il y en a une qui doit être très émue aussi, là-haut. Il y avait donc une vie après le tsunami. Celle d'Elisabeth et Jean-Claude, celle de Franck et de Raphaël ont été bouleversées, détruites même. Mais comme beaucoup de survivants, ils ignoraient qu'ils avaient en eux la force de transformer leur douleur et de reprendre en main leur destin. Et c'est pour transmettre ce message qu'ils ont fait ce film.